Bonjour et bienvenue dans la belle ville de Mayence. Oui, bonjour et bienvenue dans Xenius. Aujourd'hui, Dörte et moi allons vous parler des drogues au quotidien. Tous les jours, nous nous retrouvons face à des tentations potentiellement dangereuses telles que l'alcool, la cigarette ou le café. Toute la question consiste à savoir quand le plaisir s'arrête et quand l'addiction commence. Et surtout, ce que l'on peut faire dans ce cas. D'autant que le danger est parfois là où on ne l'attend pas. C'est le cas avec Internet. Difficile pour elle de s'en passer. Viviane est connectée en permanence. Infos, rendez-vous, potins, Facebook est au centre de sa vie. Tous ses amis et connaissances ont un compte. Le réseau social est pour elle comme une drogue. Elle ne lâche quasiment jamais l'écran des yeux. Il y a toujours quelque chose de drôle, de marrant qui se passe. On voit des super trucs. C'est ultra simple et on s'amuse bien. Sauf que quand on a une disserte à écrire et qu'on est un peu à la bourre, on a tendance à s'énerver. On s'en veut parce qu'on se rend compte qu'on perd un peu le contrôle. On n'est pas capable de se dire « Bon, ok, là je me déconnecte ». Tu n'y arrives pas? Non. Pour ne pas rater son bac, Viviane a dû se désinscrire de Facebook. Temporairement. Les années de fac s'annoncent difficiles. À peine est-elle connectée que quelques 700 amis l'attendent. Plus de 40 sont en ligne en même temps qu'elle. Tous postent, c'est-à-dire écrivent des articles, commentent, envoient des photos et like, autrement dit, approuvent les publications des autres. On regarde toutes les secondes, surtout quand on est une fille. Dès qu'on a posté une photo ou mis à jour la photo de son profil, on regarde toutes les secondes pour voir si quelqu'un l'a déjà liké. Je ne pourrais pas dire combien de temps exactement je passe dessus, mais dès que j'ai une minute de libre, je regarde. Il n'y a pas de moment où je mets vraiment mon portable de côté et où je me dis « bon, maintenant j'arrête ». Je suis toujours connectée. Les réseaux sociaux peuvent se transformer en addiction. De plus en plus d'adolescents sont concernés. Aujourd'hui, en France comme en Allemagne, presque tous disposent d'un accès à Internet, via un ordinateur portable, un PC ou un smartphone. À en croire les spécialistes, l'addiction à Internet est le mal de demain. Le psychologue Hans-Jürgen Rumpf de l'université de Lübeck a rédigé un rapport sur le sujet pour le compte du ministère allemand de la Santé. Sur l'ensemble de la population, on compte 1% d'individus qui présentent une addiction supposée à Internet. Chez les 14-16 ans, ce pourcentage est plus élevé, jusqu'à 4%. Si Viviane présente un comportement à risque qui pourrait basculer dans l'addiction, elle arrive encore un tant soit peu à se contrôler. Peter, en revanche, a vraiment été accro à Internet. À 23 ans, le jeune homme a déjà une cure de désintoxication derrière lui. Pendant 4 ans, il n'a pas quitté son ordinateur portable, y jouant jusqu'à 20 heures par jour. C'en était arrivé au point où je ne me levais pratiquement plus. Je faisais tout depuis mon lit. Jouer, me commander à manger. Pendant la journée, je ne bougeais quasiment pas. Je ne me douchais plus. Je ne prenais plus soin de moi. Je me laissais complètement aller. Jusqu'à quel point? J'empestais, littéralement. Si Facebook peut rendre des jeunes filles accros au chat, il représente aussi un danger pour les garçons comme Peter en proposant des jeux en ligne gratuits avec un nombre infini de niveaux à franchir. Une fuite hors du monde réel fortement chronophage. L'enjeu est vite devenu de réussir, selon mes propres critères, de passer des niveaux intermédiaires, des levels. J'en ai passé un, waouh, je suis trop fort. Adolescents et jeunes adultes cherchent une reconnaissance dans le jeu et la compétition. L'addiction à Internet a par conséquent longtemps été un problème majoritairement masculin. Mais avec le succès des réseaux sociaux, les jeunes filles ont rattrapé leur retard. Facebook réunit tout ce que beaucoup d'entre elles recherchent. Le professeur Rainer Thomasius du Centre de recherche allemand sur la toxicomanie à Hambourg étudie les risques encourus. Facebook exerce un grand pouvoir de séduction sur les jeunes filles qui ont des problèmes d'estime de soi et ont du mal à maîtriser leurs émotions. Elles aimeraient être acceptées, elles aimeraient si possible recevoir des compliments et obtenir, via les réseaux sociaux du net, ce que leur quotidien ne leur fournit pas. Beaucoup ont donc intégré Internet dans leur quotidien et augmentent ainsi le risque d'accoutumance. Smartphones et tablettes font en effet d'Internet une drogue disponible partout et à tout moment.
Il y a de moins en moins de distinction claire entre le fait d'être connecté et celui d'être déconnecté, entre Internet et la vie réelle. Ces deux espaces sont de plus en plus interconnectés. Aujourd'hui, par exemple, deux jeunes qui sont assis l'un à côté de l'autre et interagissent peuvent simultanément consulter leur smartphone et être connectés à Internet. Il n'y a plus de distinction nette et précise. C'est pourquoi il sera plus difficile à l'avenir d'affirmer, par exemple, que telle personne est trop souvent ou trop longtemps connectée. Mais que veut dire trop souvent ou trop longtemps? Les spécialistes situent la limite à 30 heures hebdomadaires de jeux en ligne ou de réseaux sociaux. Pour Peter, c'était beaucoup plus. Conséquence, arrêt des études, isolement, perte de contrôle. Le profil type de l'addiction. Quand je restais un jour ou deux sans me connecter, j'étais d'une humeur massacrante. Je prenais la mouche très facilement. Ça arrivait souvent que j'enguirlande quelqu'un alors qu'il m'adressait la parole tout à fait normalement. Les jeunes se mettent une pression très forte pour apprendre à maîtriser ces moyens de communication. Et lorsque les parents veulent tenter de poser des limites, des situations conflictuelles intenses se créent dans les familles. Il peut même arriver qu'apparaissent chez ces jeunes des réactions de l'ordre des symptômes de sevrage. Pour se sortir des griffes d'Internet, Peter a dû suivre une cure de désintoxication de 6 semaines à l'hôpital. Aujourd'hui, il n'y consacre plus qu'1 heure par jour. Le jeune homme a programmé son ordinateur de sorte qu'il s'éteigne automatiquement une fois le temps écoulé. Mais malgré le succès de la cure, une rechute est toujours possible. Nous allons maintenant découvrir la première consultation ambulatoire d'Allemagne spécialisée dans l'addiction à Internet et aux jeux vidéo. Ici, les patients peuvent participer à des séances de thérapie régulières sans être obligés d'être hospitalisés plusieurs semaines. Bonjour. Ravi de vous voir. Entrez. Merci. Vous êtes psychologue et votre consultation vient de se terminer. Nous avons vu dans le reportage que les jeux en ligne et les réseaux sociaux constituent la principale source d'addiction à Internet. Quelle est votre expérience sur le sujet? Effectivement, les joueurs de jeux de rôle en ligne constituent toujours actuellement le gros de nos patients. Je pense notamment à un joueur du jeu de rôle World of Warcraft. Les réseaux sociaux sont aussi présents chez nous, par exemple Facebook. Mais cela ne concerne pour le moment que 10% environ des patients. La pornographie et les jeux de hasard sur le net sont également représentés à hauteur de 10%. C'est une autre part importante. J'imagine qu'il est difficile de déceler quand un sujet bascule dans l'addiction. Comment diagnostique-t-on une addiction à Internet ? Les personnes qui viennent à notre consultation ambulatoire avec ce genre de problème commencent par remplir un questionnaire mis au point par notre équipe. Ensuite, nous menons évidemment un entretien approfondi qui nous permet de détecter d'autres problèmes éventuels, comme la dépression ou l'anxiété. Il existe donc un lien entre l'addiction à Internet et d'autres problèmes? Oui, effectivement, nos patients souffrent fréquemment d'une grande anxiété sociale. Nous avons pris cela en compte dans notre approche thérapeutique, qui est axée notamment sur les compétences sociales. L'addiction à Internet est-elle une pathologie à part entière ou est-ce plutôt un effet de mode ? Il s'agit bel et bien d'une pathologie qui touche un grand nombre d'individus. Nous pouvons d'ailleurs mesurer chez nos patients dépendants à Internet des réactions différentes de celles des sujets sains. Comment ça mesurer? Au moyen d'électroencéphalogrammes. Ah, tenez, nous avons un volontaire. D'accord, je m'y colle. Très bien. Voici notre laboratoire. La classe. Il est prêt, je crois. Oui. Super. Dans un instant, nous allons mesurer si Pierre et son smartphone entretiennent déjà une relation de dépendance. Mais avant cela, voyons quel rôle joue le système de récompense présent dans le cerveau dans l'addiction. L'homme à qui l'on pose des lunettes de protection s'apprête à passer une IRM. Objectif des chercheurs, obtenir des images de son cerveau au moment où on lui présente ses photos. Ce patient est alcoolique. Le professeur Kiefer de l'université d'Heidelberg va observer avec attention son activité cérébrale.
L'expérience consiste à faire passer un IRM à des patients alcoolodépendants en leur montrant des photos de boissons alcoolisées. Cela suffit à rendre visible l'activation du système de récompense. Par exemple, sur cette image IRM, on voit que dans cette région, le système de récompense est activé. L'IRM permet de déterminer si le sujet éprouve un intérêt fort pour l'objet représenté. Si le sujet associe l'alcool à des expériences positives, la simple vue d'une boisson alcoolisée entraîne la libération de dopamine dans le système de récompense. La dopamine est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule servant de messager entre les neurones. La dopamine est un neurotransmetteur essentiel impliqué dans l'apparition de l'addiction non pas parce qu'elle rend euphorique, mais parce qu'elle oriente l'attention en direction de la substance addictive. C'est le cas aussi chez cette souris de laboratoire. Son attention se porte sur cette manette. Elle a très vite compris qu'à chaque fois qu'elle appuyait dessus, elle s'injectait de la cocaïne. Voici ce qui se passe dans son système de récompense. Comme la manette cocaïne promet du bien-être, les neurones sécrètent une quantité accrue de dopamine, laquelle se fixe sur les récepteurs d'autres neurones. Plus la quantité de dopamine est importante, plus le signal nerveux est fort et plus le cerveau associe rapidement la manette cocaïne à un stimulus important. Chez l'homme, comme chez l'animal, le cerveau produit toujours une certaine quantité de dopamine. Mais l'alcool et la nicotine multiplient cette quantité par 200. La cocaïne par 400 et les amphétamines par 1000. Les neurones finissent par se protéger contre cet afflux de dopamine en réduisant le nombre de ces récepteurs. Les signaux nerveux perdent en intensité, mais le cerveau qui s'était habitué à recevoir des signaux forts éprouve un manque. Conséquence, le sujet ressent l'envie de consommer la substance addictive. Jusqu'où peut aller cette envie? C'est ce qu'a étudié le professeur Rainer Spanagel en faisant subir une cure de sevrage à des rats dépendants à l'alcool ou à la cocaïne, puis en observant leurs réactions. On a constaté qu'ils continuaient d'appuyer sur la manette des centaines de fois, voire 10 000 fois pour la cocaïne, dans l'espoir d'en obtenir encore. C'est un moyen de mesurer l'intensité de l'envie. Mais comment passe-t-on de l'envie à l'addiction? Des examens sur les rats ont révélé qu'en plus de la dopamine, un autre neurotransmetteur était impliqué, le glutamate. Sa sécrétion entraîne une excitation des neurones. Or, l'alcool, en jaune à l'écran, bloque les récepteurs du glutamate. Comme les effets excitants du glutamate sont en partie entravés, le sujet ressent un sentiment d'apaisement. Problème, le blocage des récepteurs entraîne une production accrue de glutamate. Si à ce moment-là, l'organisme a éliminé tout l'alcool ingéré, de grandes quantités de glutamate se retrouvent soudain sur les récepteurs désormais libres. Conséquence, au lieu d'être simplement stimulé, le corps est agité. Reprendre de l'alcool est une solution, mais seulement temporaire, car à long terme, le problème ne fait qu'empirer. Chez les sujets sains, un mécanisme de régulation empêche que le glutamate soit produit en excès en permanence. Sauf qu'une consommation régulière d'alcool détruit ce frein naturel. La conséquence? Des concentrations extrêmement élevées de glutamate qui entraînent des symptômes de manque, comme une grande agitation et des crampes. Les études montrent que le mécanisme de régulation du glutamate chez les rats est quasiment identique à celui de l'homme. Le mystère de l'addiction est-il sur le point d'être résolu? Nous avons certes identifié un mécanisme, mais au cours de ces 20 dernières années, bien d'autres mécanismes ont été identifiés comme jouant un rôle dans le processus addictif, au niveau moléculaire et biochimique. Nous ne pouvons donc pas affirmer que nous comprenons désormais l'addiction. Tous les systèmes de neurotransmission sont loin d'avoir été étudiés, idem pour leurs interactions. Ce que l'on sait, c'est que les stimuli, quelle que soit leur nature, entraînent de nouvelles connexions neuronales à la base de l'apprentissage et de la mémoire, y compris de la mémoire de l'addiction. Il a été prouvé, du moins avec l'alcool et la cocaïne, que le glutamate participe à l'apparition de la mémoire de l'addiction et que la dopamine la consolide. Une expérience doit permettre de savoir si cet apprentissage du système de récompense est réversible. Des sujets alcooliques sont invités à ouvrir une bouteille de leur boisson préférée, à remplir un verre et à humer son odeur.
Mais ils n'ont pas le droit de boire. Objectif, faire perdre à l'alcool son importance démesurée. Reste à voir comment va réagir le système de récompense à cette tentative de désensibilisation. Après ces séances, l'activation du système de récompense a été moins importante. De même, nous supposons que la sécrétion de dopamine et l'attention portée en direction du stimulus. Les chercheurs tiennent une piste pour diminuer la probabilité de rechute des patients dépendants, mais pas pour effacer la mémoire de l'addiction ancrée dans le cerveau. Ok, c'est parti pour l'électroencéphalogramme. On y va. Je m'assois? Oui, installez-vous ici. Nous allons commencer. Je vais vous demander de regarder avec attention les images qui vont suivre. Ensuite, nous verrons ce qu'il en ressort. Je les regarde, c'est tout. Oui, c'est ça. Alors, que nous dit le bonnet de bain de Pierre? Sur cette courbe-ci, on voit comment il réagit face à des images neutres qui n'ont pas de rapport avec son smartphone. Et sur celle-là, comment il réagit face à des images émotionnelles qui représentent son smartphone. On constate qu'il y a peu de différence entre les deux courbes. Chez les personnes dépendantes, la courbe qui correspond à la réaction face à la substance addictive est beaucoup plus marquée. Nous avons effectué une étude afin de vérifier si nos joueurs accros aux jeux vidéo se différenciaient des sujets qui ne sont pas dépendants. Et on voit effectivement très nettement que la courbe correspondant à leur réaction face aux images de jeux vidéo est beaucoup plus marquée. Ça veut dire que vos joueurs réagissent plus aux images de jeux en ligne qu'aux images de la vie réelle? C'est ça. Si vous voulez, je peux vous montrer ces différences avec une autre expérience. D'accord. Vous voulez faire le test? Oui. Très bien. C'est un test de réaction. Il s'agit de classer les mots qui vont apparaître au milieu de l'écran dans deux catégories au choix. Vous appuierez sur la touche de droite si le mot est à classer dans les catégories déconnecté ou attristé. Et vous appuierez sur la touche de gauche si le mot est à classer dans les catégories connecté ou enthousiaste. Il y a déjà un jugement de valeur, non? Le test est un peu embellificoté, mais il ne s'agit pas de porter un jugement, seulement de classer des mots. Ok. Tout en étant aussi rapide et précis que possible. Bien. Je vais débrancher Pierre. Ok. Les résultats sont arrivés, on dirait. Alors? Avec ce diagramme d'évaluation, nous pouvons visualiser chez nos sujets l'enthousiasme ou la tristesse qu'ils ont associé aux mots connecté et déconnecté. D'après vos résultats, vous présentez une préférence légère pour les activités en ligne. Chez nos sujets dépendants, c'est différent. Leur préférence pour les activités en ligne est nettement plus importante, d'où leur plus grande rapidité à associer les mots enthousiaste et connecté. Notre groupe de contrôle qui ne présente pas d'addiction à Internet se situe entre les deux. Et que peut-on conclure précisément de cette évaluation? On peut conclure de cette évaluation que le comportement addictif est un processus très automatisé. Cela veut dire qu'avant même de réaliser que l'on a envie de la substance addictive, ce processus est déjà enclenché. C'est la même chose chez tous les malades souffrant d'une addiction. Ils ont des difficultés à contenir leur envie une fois que cet automatisme est en place. Merci. Merci. Je vous en prie. Les dépendances à Internet, à la nicotine ou à l'alcool ne sont pas les seules pathologies addictives répandues. Notre émission touchant à sa fin, quoi de mieux, en guise de dessert, que de vous parler du sucre. New York, la ville de tous les superlatifs. Mais l'un d'entre eux suscite l'inquiétude des autorités sanitaires. Les New-Yorkais sont trop gros. Environ 6000 habitants de la grosse pomme meurent chaque année des conséquences du surpoids. En cause, le sucre.
Les autorités de santé essaient d'alerter la population au moyen de vidéochocs. Un soda le matin, 16 morceaux de sucre. Un thé glacé à midi, 18 morceaux. Un café frappé à la pause, 32 morceaux. Et un cola le soir, 27 morceaux. Soit une consommation totale de 93 morceaux de sucre dans la journée et des conséquences graves pour votre santé, notamment l'obésité, facteur de diabète, de maladies cardiovasculaires et même de cancer. Alors buvez, mais sans vous rendre malade. À New York, ces appels à la raison n'ont pas suffi. Une loi devait interdire la vente de boissons non alcoolisées de plus d'un demi-litre dans les kiosques, restaurants et cinémas. Mais quelques heures avant son entrée en vigueur, cette interdiction très controversée a été invalidée par un tribunal new-yorkais. Un sérieux revers pour Michael Bloomberg, l'ancien maire de la ville, qui voit dans cette initiative une étape importante dans la lutte contre l'obésité. This is the single biggest step any city, I think, has ever taken to curb obesity, but certainly not the last step that lots of cities are going to take, and we believe that it will help save lives. La plupart des gens savent que l'obésité n'est pas bonne pour la santé. Alors pourquoi certains ont-ils autant de mal à renoncer au sucre? Est-ce par manque de volonté ou parce que le sucre est une addiction? Quelle que soit la réponse, pour le professeur en nutrition Robert Lustig de l'Université de San Francisco, il ne faut pas laisser chacun gérer seul sa consommation de sucre. Nous avons besoin d'une intervention des pouvoirs publics pour réduire la consommation de sucre. Quant à savoir quelle forme cette intervention doit prendre, le débat reste ouvert. Personnellement, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. La seule chose que je sais, c'est que nous avons besoin de réduire la consommation de sucre et que cette initiative doit être lancée par les pouvoirs publics, pas par les consommateurs. Sinon, rien ne changera jamais, car si le sucre est addictif et s'il est disponible, les gens continueront d'en consommer trop, comme ils le font actuellement. Le sucre rend-il vraiment accro? Cette question intéresse aussi des chercheurs allemands spécialisés dans l'addiction. À l'université d'Heidelberg, ils utilisent l'IRM pour étudier le cerveau de patients en surpoids. Le professeur Falk Kiefer examine ce qui se passe lorsqu'on présente à ses volontaires des photos de différents aliments. Résultat, leur cerveau ne réagit pas de la même manière face à une pomme que face à une glace ou une pâtisserie. Seuls les aliments contenant du sucre ajouté activent le système de récompense qui réagit au sucre comme à l'alcool ou à d'autres substances addictives en sécrétant de la dopamine. Avec ce système de récompense qui produit de la dopamine, tout ce qui a un rapport avec une consommation de sucreries est considéré par le cerveau comme important et augmente l'attention. Des personnes souffrant d'obésité marchant dans la rue porteront davantage d'attention à la boutique de bonbons, aux marchands de glace ou au McDonald's que des personnes non obèses qui réagiront à ces nombreux stimuli de façon tout à fait neutre. Mais peut-on aller jusqu'à qualifier l'envie de sucre d'addiction? Les chercheurs allemands n'ont pas encore d'avis tranché. La prédilection pour les sucreries a beaucoup à voir avec la prédilection pour les drogues. Seule l'ampleur du problème est en général plus grande chez les toxicomanes. Mais nous connaissons des obèses gravement atteints qui, malgré les innombrables répercussions sur leur santé, n'arrivent pas à arrêter le sucre. Le professeur Rainer Spanagel aussi étudie l'envie irrépressible de sucre. Non pas sur les hommes, mais sur les rats. Les rongeurs en sont tout comme nous très friands. Cela n'est pas sans conséquences. Les scientifiques ont découvert qu'une consommation élevée de sucre conduisait au niveau moléculaire à une modification durable de leurs synapses, les zones de contact entre les neurones. Il ne s'agit pas seulement de modifications à court terme. Le cerveau garde cela en mémoire et peut, bien plus tard, déclencher une envie de solution d'eau sucrée. Pour les chercheurs, cette modification du cerveau est également possible chez l'homme. En fin de compte, la civilisation a surpassé l'évolution. L'évolution n'avait pas prévu que les hommes vivraient un jour dans un paradis. Or, c'est ce qui arrive aujourd'hui en ce qui concerne la nourriture.
Un paradis à risque dont il faut soi-même se chasser si l'on ne veut pas tomber malade. Heureusement, il existe une addiction qui est sans danger. C'est d'être accro à Xenius. Avec nous, aucun risque de mauvais trip. À plus, ciao. À la prochaine, restez curieux, mais en toute conscience. En plus, l'avantage avec Xenius, c'est qu'on peut le revoir sur Arte+7 ou aller sur notre page Facebook. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, regarde, on a des nouveaux likes suite à notre dernier post. Ah, cool. Ça fait plus de téléspectateurs. Attends, je regarde sur Twitter.